How dare you? Comment osez-vous? On se souvient de ce cri du cœur lancé par la militante écologiste Greta Thunberg en septembre 2019. C'était au siège des Nations Unies à New York, face à un parterre de dignitaires venus assister au sommet des Nations Unies sur l'action climatique. Comme elle, plusieurs figures se sont démarquées à travers le temps pour représenter la jeunesse dans les instances onusiennes et lutter contre les changements climatiques. Cette année, les marches pour le climat, les mobilisations en ligne et les mouvements de la communauté étudiante étaient au rendez-vous pour se faire entendre durant la conférence de Glasgow sur les changements climatiques ou COP26. Ces mouvements témoignent d'une volonté des jeunes de faire partie de la solution. Mais quel rôle est-ce que ces représentantes et représentants jeunesse jouent dans le débat public sur l'environnement? Est-ce que la jeune génération a la place qu'elle mérite au sein des instances intergouvernementales? Bref, laisser les jeunes écrire la politique climatique internationale, est-ce une bonne idée? Je suis Jocelyn Guillarmou, vous écoutez Le Réverbère, le balado de l'Institut du Nouveau Monde, un espace de rencontre avec des spécialistes qui abordent des enjeux de fond. Nous sommes présentement au Palais des Congrès de Montréal et je reçois Catherine Gauthier, directrice générale d'Environnement Jeunesse. À titre d'avertissement, les sujets que nous allons aborder peuvent être source d'anxiété. Nous vous invitons à consulter les ressources d'information, d'écoute et de soutien listées dans la description de cet épisode. Catherine Gauthier, bonjour. Bonjour. Depuis 2016, vous êtes directrice générale d'Environnement Jeunesse, où vous conscientisez et outillez les jeunes du Québec sur les enjeux environnementaux. Mais avant cela, comme Disha Ravi en Inde, Shea Bastida au Mexique et au Chili, Vanessa Nakate en Ouganda ou encore Greta Thunberg en Suède, vous vous engagez dès l'âge de 15 ans pour la justice environnementale et sociale. À 16 ans, vous montez à la tribune de la COP 11 où vous vous adressez aux 10 000 personnes présentes à Montréal. 2 ans plus tard, vous êtes invité à prononcer un discours à l'ONU. Ma première question est simple. Qu'est-ce qu'on ressent, Catherine Gauthier, quand on est invité à s'exprimer à 18 ans à l'Assemblée générale des Nations unies? Tout d'abord, je pense que je me suis sentie particulièrement privilégiée. Comme vous l'avez mentionné, 2 ans plus tôt, j'étais à Montréal, ici même au Palais des Congrès, à m'adresser auprès de 10 000 délégués internationaux. Puis 2 ans plus tard, je me trouvais à faire le constat, bien naïvement, que les choses avaient très peu bougé. Pour moi, les questions des changements climatiques étaient tellement pressantes. Pour moi, ça avait été un choc de me rendre compte à quel point c'était grave. Et donc, j'étais à la fois remplie d'espoir de voir que l'Assemblée générale des Nations unies à New York, où tous les chefs d'État étaient réunis pour cette rencontre importante, parlait à l'occasion d'un sommet de haut niveau de la question qui était extrêmement urgente, on se rappellera, en 2007, de la question des changements climatiques. Donc, j'étais très impressionnée aussi de l'ampleur de cette rencontre, que ce soit le format. J'étais, pour donner un exemple, assise aux côtés d'Arnold Schwarzenegger, de la mairesse de New Delhi. Donc, c'était plutôt impressionnant pour moi d'être assise aux côtés de diplomates qui avaient un message extrêmement fort. Puis, bien naïvement, je me suis dit, wow, je suis très chanceuse de pouvoir porter la voix de la jeunesse. Un des jeunes qui devait faire le discours avec moi n'a pas pu se rendre à New York parce qu'il y a eu un événement météorologique extrême, des inondations, et il n'a jamais pu arriver à temps à l'aéroport. Donc, c'était quand même très particulier comme contexte, un contexte doublement d'urgence, là. Pour entendre vos mots de l'époque, je suis même allé fouiller dans les archives d'Internet. Et les dernières phrases de votre discours de 2007 sont percutantes. Vous disiez alors « J'ai grandi et je n'utilise plus les petits trous sur mon vélo. Il en va de même pour le régime climatique. Je n'ai rien d'autre que mon avenir devant moi et vous n'avez rien d'autre que mon avenir à protéger. Notre avenir est entre vos mains. » 14 ans plus tard, est-ce que vous pensez toujours que notre avenir collectif est entre les mains de nos gouvernements? Je pense que c'est une question difficile parce qu'on a beaucoup entendu des décideurs, des personnes en situation de pouvoir dire « La jeunesse est belle à voir, elle va prendre le relais, elle va jouer un rôle de leadership demain et non pas aujourd'hui. » Donc, on se sent en quelque sorte investi d'un pouvoir d'agir. Or, dans les faits, on n'a pas ce privilège-là. On n'a pas la capacité comme jeunes de prendre des décisions, de transformer nos politiques publiques, par exemple, parce qu'on n'a pas ce privilège-là d'écrire les lois.
ou alors d'investir massivement dans des mesures qui nous permettraient de faire une transition socio-écologique. Donc, je pense encore que les gouvernements ont des clés pour venir dénouer les impasses climatiques qu'on n'a pas. En contrepartie, je pense que comme société civile, on a également un rôle à jouer, un rôle de pression. Mais je pense que c'est un peu un couteau à double tranchant de tout rejeter la faute ou la responsabilité sur une partie ou sur une autre. Donc, je pense que les gouvernements ont encore aujourd'hui un rôle extrêmement important à jouer. Puis malheureusement, ils n'ont pas fait preuve de leadership ni de sens des responsabilités à la hauteur de ce qui est exigé par la science du climat, mais aussi par les citoyens et les citoyennes et toute une génération qui se mobilise puis qui crie extrêmement fort l'urgence climatique. Donc, c'est vraiment un phénomène qu'on ne peut pas nier, là. On sort justement de la COP26 qui s'est terminée il y a quelques semaines à Glasgow. Et elle s'est terminée sur un ton un petit peu amer, je pense. On a même vu le président de cette COP, le Britannique Alok Sharma, pleurer et s'excuser de ne pas avoir été à la hauteur. Ce n'est pas la première fois que ce genre d'événement se termine sur un sentiment d'échec. Vous le savez puisque vous avez participé à plus d'une dizaine de COP. Alors finalement, à quoi ça sert, ces instances ? Et au-delà des engagements des États, qu'est-ce qui se passe en coulisses pour toutes les parties prenantes qui sont présentes sur place? Je pense qu'il y a plusieurs choses à expliquer à travers comment se déroulent les négociations. Souvent, on a l'impression que c'est une seule voie, une seule trame de négociation, alors qu'il y a tellement d'événements en parallèle. Puis même pour des délégations étatiques qui ont un petit nombre de délégués, 2 ou 4 personnes, bien, ces personnes-là, souvent, n'arrivent même pas à couvrir l'ensemble des négociations qui ont lieu en simultané. Puis c'est très spécial, ces conférences des parties, parce qu'on va négocier des particularités, des éléments extrêmement pointus. On accorde une importance vraiment prédominante aux mesures visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre. Puis encore à ce jour, bien, peu d'attention est concentrée sur la question des pertes et dommages, par exemple. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand l'adaptation n'est plus possible, ce qu'on constate de plus en plus aujourd'hui, puis qu'il y a des dommages qui sont irréversibles. Donc, cet espace-là n'est qu'un point, n'est qu'un moment dans l'année. Puis c'est un peu une bulle à part. Souvent, j'ai l'impression que c'est comme s'il y avait un monde en parallèle qui se jouait pendant ces 2 semaines que dure la conférence. C'est extrêmement intense, c'est épuisant. Ça n'arrête pas. Puis souvent, comme délégués internationaux, on fait le relais avec ce qui se passe chez nous à la maison. Donc, on est sur un décalage horaire. Puis je pense qu'on est extrêmement fatigué, épuisé, ce qui explique pourquoi on va voir des délégués pleurer. Moi, je l'ai vu quand, par exemple, on était au Maroc, puis on venait d'apprendre le résultat de l'élection américaine avec Donald Trump qui allait être élu. Tout le monde avait une tête d'enterrement, puis on se disait, c'est fini, il n'y a plus rien à faire. J'ai vu des délégués rassurer des délégués américains, américaines qui pleuraient face à ce qui venait de se passer comme élection. Donc, c'est pas nécessairement inédit. Il y a beaucoup d'émotions autour de tout ça. Puis à nouveau, je pense que la COP, c'est un moment dans l'année. Puis pour moi, ça a été précieux de voir quand même des avancées notables, d'avoir un accord comme l'accord de Paris, qui pour la première fois est un accord à portée universelle au sens où toutes les parties, tous les États ont des engagements à prendre. Puis le travail qui se fait à l'international, il faut qu'il soit vraiment connecté avec ce qui se passe chez nous. Donc, dans le cas de l'accord de Paris, ce qui est extrêmement puissant et important, c'est que l'objectif de réduire la température à 1,5 ou 2 degrés Celsius, bien, nous, par la suite, on peut forcer notre gouvernement canadien, par nos mécanismes internes, à atteindre cette cible-là. Puis en l'occurrence, nous, on a choisi une voie d'une poursuite climatique parce que même si le gouvernement canadien a signé, a ratifié l'accord de Paris, bien, on se trouve dans une situation où il y a un non-respect des engagements internationaux. Donc, si on se demande à quoi servent ces grandes rencontres internationales, bien, je pense qu'il faut les attacher à ce qui se passe au niveau local, national, pour s'assurer de leur pertinence puis de l'entrée en force des engagements internationaux. Et on reparlera de cette poursuite tout à l'heure, mais parlons maintenant de la jeunesse, très présente depuis des années dans les débats sur les changements climatiques. On l'a vu, la jeunesse à Glasgow, on l'a vu se soulever pendant les grèves scolaires pour le climat ou se mobiliser en ligne. Et puis on voit des personnalités agir en tant que porte-parole jeunesse auprès des organisations internationales. Est-ce que la jeune génération a la place qu'elle mérite au sein de ces instances? Je
Je pense que la réponse courte, c'est non. On ne peut pas dire que les jeunes ont une place de choix dans les forums internationaux, les organisations internationales. On a vu, puis moi-même, je l'ai observé quand on était au Palais des Congrès en 2005, on avait fait une demande pour que la jeunesse soit reconnue comme une partie prenante officielle auprès du secrétariat des Nations unies dans le cadre des négociations climatiques. Puis il aura fallu attendre 2009 pour obtenir un statut probatoire, puis 2011 pour qu'il y ait une forme de consécration, que le statut soit accordé officiellement. Mais au fil de ces années-là, si moi j'ai eu l'occasion à 16 ans de partager un moment de discours avec 5 autres jeunes, on avait 5 minutes à peine. Puis plus récemment, bien, le temps de parole durant 2 semaines de négociation bien, a été réduit à 30 secondes. Donc, la place formelle qu'occupent les jeunes dans ces espaces internationaux est extrêmement limitée, sans compter que tout ce qui est prise de décision, bien, les jeunes n'ont pas le droit de vote. On ne prend pas de décision, puis à quelques exceptions près où il y a des jeunes qui sont intégrés aux délégations nationales, donc officielles des pays, les jeunes n'ont pas de voix aussi importante que celle des États. Par contre, bon, on peut faire des propositions et tout, mais reste à voir, est-ce que la participation est effective? Est-ce qu'il y a une délégation de pouvoir? On n'est vraiment pas là aujourd'hui. Par contre, les jeunes ont des capacités de leadership, puis on l'a vu, la capacité à mobiliser, la capacité à amener des idées nouvelles, à bâtir des idées sur la base de l'intérêt commun, bien, les jeunes ont ces qualités-là. Les jeunes les ont aujourd'hui, pas demain. Donc, je pense qu'il y a une place beaucoup plus grande qui devrait être faite à ces voix de la jeunesse qui sont multiples, ce qu'on ne voit pas en ce moment. On est plus dans une situation où il y a de la rage, de la colère de ne pas se faire entendre. Puis c'est extrêmement difficile, en fait, de tenter d'intervenir, mais de se buter à des refus après refus. D'ailleurs, Environnement Jeunesse organise depuis 1985 un colloque annuel qui présente des conférences, des ateliers et des activités de réseautage qui sont conçues par et pour les jeunes. L'idée de ce colloque, c'est se former, échanger et mobiliser. Comment est-ce qu'on s'engage d'abord auprès d'Environnement Jeunesse? Parce que ça peut paraître un petit peu compliqué de prime abord. Et comment est-ce que vous formez les futurs activistes du mouvement environnemental au Québec? Je pense qu'on n'a pas la prétention de former tous les prochains activistes, mais c'est certain que plusieurs jeunes qui se sont impliqués avec nous sont par la suite devenus des leaders importants dans le milieu environnemental. Puis je pense qu'il n'y a pas une méthode unique. Puis souvent, un des freins auxquels se butent les jeunes, bien, c'est qu'on ne les prend pas au sérieux. On leur demande de présenter un plan d'affaires avant d'entendre leur idée. Donc, on va mettre beaucoup de barrières à la participation. Puis moi-même, même avec un titre de directrice générale, je me suis butée à certaines idées préconçues, comme quoi, bon, une jeune femme directrice, bien, peut-être qu'elle n'est pas aussi compétente qu'une autre personne. Donc, j'ose bien imaginer que les jeunes font face à des défis encore plus grands. Puis parmi les valeurs qu'on a, bien, c'est bien sûr d'écouter les jeunes, de leur faire confiance, de venir soutenir les qualités que les jeunes ont déjà, puis de leur octroyer aussi une certaine forme de pouvoir, donc de prendre des décisions, de leur accorder, dans le cadre de nos programmes, les jeunes ont un budget de 5 000 $ qu'ils peuvent utiliser pour réaliser un projet. Nous, on est là pour les soutenir, mais par la suite, toute l'idéation, la conception, ça leur revient. Puis, les jeunes font aussi partie de notre organisation en tant que membre de notre conseil d'administration. Donc, on a une moyenne d'âge plutôt jeune, de moins de 30 ans, même au sein du conseil d'administration. Donc, ça nous permet aussi de ne pas avoir une instance qui est séparée, mais vraiment de les intégrer à travers les prises de décision. Puis, on facilite également des rencontres à caractère politique, donc avec des personnes titulaires de charges publiques, donc qui sont en position de pouvoir pour faciliter ces maillages-là, du mentorat. Puis, bien sûr, l'esprit un peu de groupe, de gang, donc de se retrouver avec d'autres personnes qui ont des ambitions, puis que ça puisse les inspirer par leur pairs. Je pense que souvent, les jeunes ont ça en eux, le leadership, la capacité de générer des idées, puis nous, on est là pour venir les soutenir, tout simplement. Pour la dernière partie de ce balado, je voulais parler des engagements des États. Le gouvernement Trudeau a annoncé cette année que le Canada s'engageait à réduire les émissions de gaz à effet de serre de 40 à 45% d'ici 2050 par rapport au niveau de 2005. Le Canada n'a pourtant jamais respecté ces cibles et les engagements des États ne sont bien souvent pas contraignants. Faudrait-il que tous les engagements internationaux en matière d'environnement deviennent contraignants? C'est une bonne question, la question de la contrainte, puis elle revient souvent, que ce soit en matière environnementale ou même sociale.
j'ai un avis un peu partagé parce qu'on l'a vu avec un accord contraignant comme le protocole de Kyoto, par exemple, où le Canada avait à la fois signé et ratifié le protocole de Kyoto, donc s'était engagé à respecter des cibles. Or, à une année de l'échéance, comme le protocole prévoyait un mécanisme de retrait, le Canada s'en est prévalu et donc, même s'il y avait une forme de contrainte, ultimement, le Canada a pu s'en tirer, donc échapper à ses engagements. Donc, l'élément de contrainte, il est intéressant, mais il faut que les États s'y soumettent volontairement. Donc, l'élément de contrainte n'existe que de manière très partielle. Puis là où je trouve que ça peut être intéressant d'aller sur d'autres canaux, notamment au niveau juridique, puis on pourra en reparler, c'est de voir quels sont les mécanismes déjà existants pour ajouter un élément de contrainte ou s'assurer d'une forme de reddition de comptes au niveau interne. On est plutôt privilégié au Canada d'avoir un système démocratique, des lois, des politiques qui nous permettent de faire un suivi, donc d'agir en quelque sorte comme chien de garde de nos droits, des normes environnementales, etc. Puis, ultimement, pour moi, la contrainte, oui, elle peut être d'ordre politique ou juridique, mais ce que Mère Nature, les lois de la science, vont nous le rappeler très certainement si on n'a pas du tout respecté les limites biophysiques de la Terre, si on n'a pas respecté les autres êtres vivants et non vivants sur cette planète, c'est nous qui allons aussi en pâtir parce qu'on fait partie de cette biodiversité-là. Donc, cette contrainte-là, pour moi, est beaucoup plus effrayante, je dirais, que ce qu'on peut avoir au niveau politique, qui, ultimement, oui, est intéressant pour venir essayer de forcer les gouvernements à agir, mais ultimement, les lois de la nature vont nous rattraper, là. D'ailleurs, vous en avez parlé de ce recours. En 2018, Environnement Jeunesse a lancé une action collective au nom des jeunes du Québec de moins de 35 ans contre le gouvernement du Canada. L'objectif principal de cette poursuite est d'amener donc le gouvernement canadien à respecter les droits fondamentaux des jeunes et à agir contre la crise climatique. On le sait, il y a des actions similaires plus ou moins qui sont menées ailleurs dans le monde présentement, aux États-Unis, en Europe également, comme par exemple aux Pays-Bas. En France, le tribunal administratif de Paris a condamné l'État français pour préjudice écologique. C'était en octobre dernier. C'est ce qu'on a appelé l'affaire du siècle. Qu'en est-il de votre action collective? Et est-ce que cette décision française vous donne un peu d'espoir? Notre action collective a été lancée le 26 novembre 2018. C'est une date là, que j'oublierai jamais. Ça a été un moment extrêmement fort parce que on a décidé d'utiliser les tribunaux pour faire respecter nos droits les plus fondamentaux. Puis on a connecté ce lien-là entre les droits fondamentaux et les questions environnementales, les questions sociales. Puis je pense que les mentalités ont beaucoup progressé sur ces questions-là. On n'a pas été les premiers, d'ailleurs, à le faire. Là. Beaucoup d'autres groupes l'ont fait, mais je pense qu'on a mis un peu notre pierre dans cet édifice-là, de venir bâtir l'importance de respecter les droits les plus fondamentaux. Dans ce cas-ci, 3,4 millions de jeunes, c'est l'affaire parmi les plus grandes dans le monde. Puis aujourd'hui, où on se trouve, on a été devant la Cour d'appel le 23 février 2021, étant donné qu'en première instance, la Cour a refusé de nous autoriser, de nous donner l'autorisation pour aller de l'avant. Donc, on attend encore à ce jour la décision de la Cour d'appel. Mais si l'action est autorisée, ça nous permettra ensuite de revenir débattre des questions de fond, c'est-à-dire la responsabilité du Canada par rapport à nos droits fondamentaux. Ce que je trouve particulièrement intéressant quand on regarde des cas ailleurs dans le monde, c'est que d'autres juristes, d'autres cours, d'autres tribunaux ont trouvé des solutions juridiques à des problèmes environnementaux, à des problèmes de droits humains. Donc ça, je pense que ça peut inspirer nos tribunaux ici aussi de voir qu'ailleurs dans le monde, il y a des solutions qui ont été identifiées et donc que le juridique a également un rôle à jouer pour protéger les citoyens et les citoyennes. Donc, ça crée un peu cette image, cet imaginaire collectif que c'est possible. Puis, c'est certain que la jurisprudence internationale, même si elle n'est pas directement applicable chez nous, est source d'inspiration juridique, là. Catherine Gauthier, je le rappelle, vous êtes directrice générale d'Environnement Jeunesse. Merci beaucoup d'avoir allumé notre réverbère. Tous les épisodes du balado de l'INM sont disponibles sur notre site internet inm.qc.ca ainsi que sur toutes les plateformes d'écoute en ligne.